Alors, vient le moment, dans cette première édition d'Homo Numericus, le moment du débat. Alors, le débat va se structurer de façon extrêmement simple, mais très martiale. D'abord, les intervenants entre eux, et ensuite, les questions du public. Et on a prévu de faire à peu près une demi-heure et une demi-heure. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Et j'ai le privilège d'ouvrir ce débat en essayant de poser une question qui devrait parler à chacun d'entre vous. Et moi, j'ai bien aimé, en préparant cette conférence et en vous entendant encore ce soir, j'ai bien aimé cette idée d'entendre des gens qui ont des savoirs et des expertises assez différentes quand même, toucher absolument tous le même sujet, de façon qui sont à la fois justement très différentes, mais qui, je trouve, se ressemblent. Et ma première question pour vous, c'est cet Homo numericus qu'on étudie ensemble ce soir. Est-ce que c'est vraiment un homme nouveau, ou est-ce que finalement, ça n'est jamais que l'homme tel que Jean-Louis nous le montrait depuis l'âge de pierre et l'âge du feu? Comment vous, messieurs, dames, là, vous sentez cette période qui commence? Est-ce qu'on commence un nouvel âge, ou est-ce que vous imaginez plutôt qu'on est dans une période de simple transition douce? Comment est-ce que vous voyez ça? Moi, je vais peut-être juste commencer à répondre parce que justement, il y a quelque chose qui me fait réagir. Quand tu as dit c'est génial, on a découvert avec nos réseaux et avec nos algorithmes et la neurosciences que quand on se touche, ça calme la douleur. Bon, moi, je suis maman, je sais instinctivement, j'ai pas besoin d'algorithme, que quand mon bébé pleure, il faut que je le touche. Alors la science, le numérique et tout ça vient conforter des instincts, je trouve, qu'on a déjà. Donc, je suis pas sûre qu'on soit dans un homme nouveau, en fait. Mais pour faire juste une réponse courte, en fait, l'idée c'était justement de montrer que il y avait un rapport humain qui justement était non modélisable. Il n'y avait pas vraiment d'intelligence artificielle dans cette étude. Hein. C'est vraiment juste montrer avec statistiquement qu'il y avait quelque chose effectivement existant, que c'était pas juste une intuition, mais qu'il y avait vraiment un truc, et que ça, on est loin de l'avoir artificiellement. Et donc du coup, qu'il y a quelque chose encore énormément à découvrir là-dessus. Et donc il y a de la marge avant d'avoir un désenchantement en tout cas sur ça. Mais pour rebondir là-dessus, je pense que la transition, elle est beaucoup portée par la communication de ces gros groupes. Comme je disais, sur les réseaux de neurones, en fait, Yann Lequin, avant d'être à la tête de l'intelligence artificielle chez Facebook, il était au fond de son laboratoire, oublié de tout le monde, et pendant 10-15 ans, personne vraiment s'intéressait à ce qu'il faisait. Et maintenant, il y a le feu des projecteurs sur ce genre de choses, parce qu'il y a des intérêts économiques énormes, mais on est sur quelque chose qui prend en source justement dans la cybernétique, dans des choses qui sont très anciennes. Et donc le côté transition, il est très médiatique ou en tout cas marketing. L'homme et l'image et la référence de l'homme et ce qu'on fait est toujours à son image et la plupart du temps à son respect. On peut dire deux choses sur cette question-là. Il y a vraiment des différences culturelles entre le monde anglo-saxon, notamment nord-américain, et le monde européen. Le design américain, parce que moi je vois toujours par le prisme du design, a été inventé, quand, je vous en ai un peu parlé, quand les produits ne se vendaient plus. Et donc les designers américains sont formés à faire des marchandises. Ce qu'on appelle l'UX design et tous les machins que vous balance Facebook, etc., ce n'est que la continuation historique de ce design de la marchandise. L'Europe, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça, c'est toujours un petit peu plus subtil. Le problème de l'Europe, mais c'est sa force, on en parlait tout à l'heure, c'est que avant de faire les choses, elle veut comprendre. Parce que, et notamment nous Français, cartésiens, on a besoin de comprendre pour poser des hypothèses et avancer. Le monde empirique anglo-saxon fait les choses, les teste et ensuite les théorise. Donc dans le monde numérique qui va très vite, qui a un autre rapport au temps, il est vrai que le modèle empirique est un peu plus adapté que le nôtre qui est très lent. Bon, ça c'est clair. Et moi je parlerai plus de mutation
que de transition. Parce que transition, ça veut dire passage d'un état à l'autre. Mais l'homme, il ne va pas avoir un autre état. Et l'état éventuel de la transition numérique pour les entreprises, c'est de faire plus avec moins et avec moins de gens. C'est de la productivité. Donc cette mutation m'intéresse, la transition, elle m'intéresse pas tellement. Merci Jean-Louis. Si on parle plutôt de mutation que de transition, est-ce que, et là peut-être que je m'adresse plutôt à Guillaume, est-ce que cette mutation, elle est essentiellement un sujet d'études scientifiques, ou est-ce qu'elle est, à ton sens, puisque toi tu es vraiment entre les deux, elle est surtout aussi portée par ces forces du marché, et donc est-ce qu'on est plutôt dans une situation de mutation parce qu'on connaît beaucoup plus de choses, ou est-ce qu'on est dans une situation de mutation parce qu'il y a une économie et un système économique qui est en train de changer, à ton sens? Alors, sur la partie marché, je ne suis pas du tout expert. Par contre, je fais un peu d'évolution. Je m'intéresse aussi à Néandertal et l'ancêtre de l'Homo sapiens. Donc, on parle d'Homo numericus. Et justement, c'est des mutations qui ont conduit à des changements du genre Homo. La science s'intéresse en fait à comment le numérique nous fait muter. Enfin, nous fait muter à l'échelle de la génétique. On n'en est pas encore là parce que ça prend des générations et des générations. Mais en tout cas, dans la manière de fonctionner de nos schémas de pensée et notre manière de travailler, par exemple, il y a eu une étude assez marrante sur le fait de la mémoire, par exemple. On ne mémorise plus la connaissance elle-même, mais comment y accéder. Donc, justement, les déformations avec Google, etc. Et c'est pas à dire on devient bête, parce que le titre, justement, je me rappelle de Science, c'était est-ce que Google nous rend bêtes? Non, on change de stratégie parce que c'est celle qui est peut-être la plus évolutivement intéressante, compte tenu des conditions à un instant donné. Donc, effectivement, il y a des mutations en tout cas cognitives dans nos patterns comportementaux. Ouais. Alors, du coup, j'ai envie naturellement de retourner au sujet de Colline. Il y a ces mutations. Est-ce que cette promesse non tenue dont tu nous parlais ne sont pas finalement le mal nécessaire de ces mutations? Et est-ce que finalement ces grands acteurs qui nous promettent la Lune, finalement, si pour utiliser une analogie absolument crasseuse et dont j'ai honte au moment où je vais la prononcer, est-ce qu'en nous promettant la Lune, ils vont pas au moins nous apporter les étoiles? Je veux dire, est-ce que ces promesses non tenues, finalement, sont pas le petit bout de la lorgnette et derrière, un Google, un Amazon, un Apple, etc., finalement, nous amène, c'est le moins, comme disait Churchill avec la démocratie, c'est le moins mauvais des moyens pour amener à diffuser ces mutations. Ouais, mais ça dépend un petit peu de quelle mutation on parle en fait. Tu parlais un peu de la plasticité cérébrale et du fait que Google nous rendait pas forcément plus bêtes, mais qu'on allait s'adapter. Il y a aussi d'autres études sur le fait qu'avec des liens hypertextes et avec toutes ces designs d'Instagram et de Facebook, ces j'aime, ces likes, ces petits incentives sur notre cerveau, ça le maintenait constamment en état d'alerte. Et moi, j'avais lu des études comme quoi on repartait finalement avec l'imprimerie, on avait accédé à un niveau de méditation et de concentration de notre cerveau, et que tous ces liens hypertextes et toutes ces notifications nous remettaient dans un état de chasseur-cueilleur où on était toujours à regarder le danger. Je ne sais pas si tu peux valider ça, mais en tout cas sur la plasticité cérébrale. Donc ça dépend des mutations. Pour le coup, je ne suis pas chercheuse en neurosciences pour savoir, mais et je crois aussi que moi j'ai la perspective du très grand public, c'est-à-dire que je vois effectivement ce que le marketing me donne à voir. Je vois ce qu'on nous donne à acheter, à consommer. Je vois pas forcément ce qui se passe derrière et ce qui est hyper intéressant en recherche fondamentale et qui va peut-être nous apporter d'autres choses. Moi, je vois pas encore la bombe nucléaire qui est en train de se construire.
tout cas, la recherche fondamentale, par rapport justement à des gros acteurs comme Google, justement, ça questionne par contre. C'est-à-dire que là, on a eu le plan IA de Villani sur l'intelligence artificielle. Un des gros points de noyautage, c'est l'attractivité de la recherche publique par rapport à la recherche privée. Et c'est justement les intérêts qu'il peut y avoir sont pas forcément. Je disais, Google ne rend pas forcément bête, mais par contre, clairement, il y a une addiction où il y a des intérêts au niveau agentivité, au niveau libre arbitre et gouvernance qui sont importants. Et là-dessus, justement, la recherche fondamentale et publique, surtout, a une carte à jouer, je pense, pour donner un contrebalancement, quoi. Si je peux me permettre aussi, il y a aussi quelque chose qui m'est apparu récemment avec l'affaire Weinstein, et aussi parce que je suis une femme. Et d'ailleurs, je fais un peu de pub, mais j'ai acheté un livre sur Amazon, il faut le dire, qui s'appelle Brotopia, qui est écrit par une journaliste américaine et qui... très récemment, nous fait découvrir qu'en fait, toutes ces entreprises de la Silicon Valley sont très, très, très largement dominées par les hommes, et qu'on est dans une technologie et une industrie qui est en fait complètement masculine. Et donc, à tel point que les algorithmes de reconnaissance visuelle parfois ont du mal avec les formes féminines, à tel point que Apple, quand il fait des devices sur la santé, va développer quelque chose sur le rythme cardiaque, mais rien sur les règles et les menstruations, à tel point que finalement, on a toute une industrie. Et je ne sais pas si c'est la même chose dans ton domaine en recherche, mais qui laisse largement de côté la moitié de la population. Alors, dans la Silicon Valley, en plus, c'est accentué par le fait que c'est une culture de brotherhood, donc de sorority entre mecs. Et donc, les femmes sont à la fois exclues au niveau marketing, elles sont exclues des décisions administratives, elles sont exclues de la recherche. Et donc, quelque part, on se retrouve dans une industrie qui est très, très largement majoritaire et qui nous exclut. Donc, voilà, moi, je pose ces questions-là. Jean-Louis, est-ce que, à ton avis, c'est une affaire de design, tout ça ? En fait, j'ai pas envie de parler de design. J'ai envie de faire le bad guy. Je vois qu'on va avancer dans la discussion passionnante. Je suis d'accord avec vous à 100%. Et on va tous dire que finalement, tout ça, c'est potentiellement dangereux, c'est pas bien, etc. Il y a des problèmes, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va faire les Français de base, c'est-à-dire une forme de sociologie, donc quand même une forme d'intelligence, une sociologie du commentaire du monde qui se déroule devant nous. Je crois qu'il faut quand même rappeler que ce qui est en train de se passer est quelque chose d'exceptionnel. L'ordinateur, qui existe depuis longtemps, est une machine que vous avez chez vous, que vos enfants peuvent avoir, que vos parents nés pour les miens en 1934, donc ont connu toutes les révolutions du XXe siècle, donc ils sont beaucoup plus modernes que moi, et que c'est une opportunité incroyable. Notre problème à nous Français, c'est qu'il est de deux niveaux. Historiquement, on va dire... Par contre, là où il y a un truc, on a été très bon et on n'est plus bon, et je crois que c'est le problème, c'est le grand récit ou l'adhésion à des fictions qui nous permettent de transformer des utopies en réalité. Pourquoi je vous ai mis cette photo de voiture et d'avion ? La voiture ne servait à rien. Renault a fait un pari qu'il allait monter la rue Le Pic, on a financé, il a développé l'automobile, il a fait des courses, pas pour dire aux gens qu'ils pouvaient être transportés avec l'automobile, mais pour les faire rêver. L'avion, c'était encore pire, ça servait à rien. Et donc, comme les gens avaient peur de l'avion, on a créé des meetings aériens où les gens venaient rêver, et voir les Santos Dumont, les Farman, les Gabriel Voisin risquer leur vie dans des machins en bois qui servaient à rien. Et cette dimension d'une forme d'inventivité du pays. Et cette période automobile, aviation, télégraphe, sans fil, enfin tout ce qu'on a inventé, etc. C'est après la guerre de 1870, la France était ruinée. Ruinée. On a fait 3 expos universelles, on a inventé à peu près tout ce qu'ont fait les grandes inventions du XXe siècle. Il y avait un récit.
Il y avait une adhésion à une fiction, à une espèce d'utopie collective. Qu'est-ce qui nous manque drastiquement et ce qui fait la différence avec nos amis américains, qu'on se mythe du pionnier et de l'inventeur. Nous l'avons eu. Alors c'est lié à l'éducation à l'école, c'est lié à la culture de la faute, c'est lié au fait qu'on en parlait, l'école centrale qui a formé Eiffel s'appelait École centrale des arts et des manufactures. Donc on ne faisait pas que de la technique et de la science à Centrale. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'ingénieurs, on en forme au kilomètre. Et la capacité de rêver, qui est une capacité normale de l'être humain, je trouve qu'on ne l'a plus en France. Et rêver face à cette opportunité numérique, ça fera peut-être qu'il y aura des alternatives à Google, à Instagram, à des trucs comme ça. Et c'est là qu'il faut se battre. Dans le rapport IA Villani et préalablement Axel Lemaire, moi je n'ai parlé que de ça, je n'ai parlé que du rêve. L'IA, ça sert à quoi? Ça sert à faire de la productivité. Donc on doit mettre des rêves sur l'IA. Se battre sur le cancer, régler les problèmes d'autistes, faire avancer la connaissance de l'infini, etc. Ça, c'est des grands rêves humains, etc. Si on ne met pas ça en avant, oui, effectivement, le numérique, c'est pas bien. Guillaume, est-ce que c'est possible de faire une IA qui fait rêver, qui résout des problèmes comme ceux qu'a évoqué Jean-Louis, et qui peut se vendre? Oula, à demander à un chercheur de vendre un truc, c'est. Je sais que tu es un chercheur qui cherche plus loin que les autres. Tu t'intéresses à un sujet. J'essaye de voir comment justement faire. Justement, Pasteur est un très bon exemple de cette époque-là, hein, justement, où il essaie de faire de la recherche fondamentale, justement, à partir d'applications. À l'heure actuelle, là, par exemple, la semaine prochaine, je pars en résidence artistique au Chalet de Mauriac avec des amis artistes pour faire de la poésie avec des IA. Donc l'IA peut servir à faire des trucs non productivistes en soi, quoi. Après, de là à ce que ça soit intéressant pour économiquement, ça je sais pas. Mais par exemple, si on prend justement un des autres points qui a été relevé par le plan sur l'intelligence artificielle français, tout ce qui est médecine de précision et comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer le médical, ça c'est clairement un truc qui est extrêmement porteur, qui fait rêver beaucoup de médecins, qui fait cauchemarder certains médecins aussi, parce qu'ils se sentent dépossédés de leur profession. Mais justement, je pense qu'il faut ni être dans la diabolisation du truc où genre on va tout être déterminé par une IA, ni dans l'angélisme de l'IA va tout résoudre. Mais c'est vrai que les Américains sont très forts pour juste avec un discours angélique convaincre énormément de gens. Donc je sais pas, peut-être que justement on est trop équilibré dans le synthèse, antithèse, thèse à la française, mais ouais. Je crois qu'on fait un excès de modération. Peut-être, ouais, je sais pas. En tout cas, c'est dur d'aller à l'encontre de ça. C'est vrai qu'on est quand même très formé à ça en France. Ouais. Et alors, Colline, toi qui nous parlais de promesses non tenues, qu'est-ce que tu penses toi de ces propos-là, de cet excès de modération possible ou pas? Et ces data centers sur lesquels tu as enquêté, ces montagnes dont tu as montré qu'elles étaient décapitées, est-ce que c'est par excès de modération qu'on oublie un peu vite que finalement, comme disent les Québécois, c'est pas pire que ce que la révolution industrielle au carrefour du 19e a fait à la planète? Non, moi je suis d'accord avec Jean-Louis. Hein. C'est vrai que c'est important de rêver. Je voulais vraiment revenir là-dessus. Je suis pas du tout. J'ai pas coupé mon internet. Je continue à fonctionner avec Gmail et j'ai un compte Facebook et tout ça. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que voilà, juste aller au-delà des apparences. Donc non, Internet n'est pas immatériel. Non, quand on dit Wi-Fi, ce que je croyais au début, moi, il y a quand même un fil qui passe. Donc le fil, il est juste à 3 mètres plus loin, quoi. Mais les câbles, ils sont partout et il y a du matériel partout. Et ça, je crois que dans le grand récit américain, puisque moi, je crois qu'on est quand même un peu en guerre économique et que la France essaye de se battre, mais qu'il nous manque de grands récits. Dans le grand récit américain, il y a eu beaucoup d'illusions. Et c'est peut-être pour aller vers... Je ne sais pas. C'est pas à moi de juger, en tout cas. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas militante. C'est pas à moi de juger si on va dans la bonne direction ou pas. Je crois que ça nous apporte beaucoup de choses.
Mais il faut quand même regarder et pas tout gober ce que les marketeurs américains nous disent. Jean-Louis, on est en guerre économique avec les États-Unis sur l'intelligence artificielle, sur le numérique. Clairement, tous mes contacts dans les entreprises sont absolument effarés des attaques qu'ils subissent en ce moment. Alors, et des États-Unis, et des Chinois, parfois de nos amis allemands. Enfin, on est vraiment dans... Mais pour revenir sur ce que tu disais, les Américains, nos amis américains, parce que je les aime beaucoup, hein, pensent que la technologie fait partie de la solution. Nous, Européens, et nous, Français, nous pensons que... Enfin, nous devrions penser, parce que les Français sont aussi très techno-push parfois, qu'il y a un ensemble humain esthétique, de formes et de technologies pour résoudre des problèmes ou parfois proposer des solutions à des problèmes non posés. Et vos sessions de poésie peuvent vous permettre d'avoir des accidents créatifs qui vont vous faire trouver des trucs absolument phénoménaux. Et cette prudence vis-à-vis de la technologie, sans fascination, non, c'est pas l'élément de solution, ça peut être l'élément du problème. Il faut l'avoir en conscience. Sans usage, la techno sert à rien, mais on ne peut pas faire des usages sans techno. Est-ce que finalement, cette idée d'une guerre économique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, il n'y a pas de guerre, il y a juste une concurrence, et que prendre cette concurrence pour une guerre, ça fait peut-être un petit peu partie de ce que tu décrivais, qui est qu'on est un peu paralysés, nous, Européens, nous, Français, parce qu'on a l'impression, et la guerre en Europe, ça a un sens, c'est une image particulière, on a l'impression qu'il faut aller à la guerre, mais en Europe, on ne veut pas aller à la guerre. Alors qu'il ne s'agit que de concurrence, peut-être. Là-dessus, j'ai une anecdote assez marrante, justement, de la journée au Collège de France où Villani a annoncé son plan. Il y avait une des tables rondes, c'était le directeur du CNRS face à Sam Altman, donc le directeur de Y Combinator, le plus gros VC San Francisco qui a monté OpenAI. Et alors, on aurait attendu que... Et le thème de la table ronde, c'était la compétition autour de l'IA à l'échelle internationale. Et ce qui était surprenant, c'était que Sam Altman a été celui à le plus dire, s'il fallait attendre un sujet sur lequel il ne fallait pas être en compétition, c'est bien celui de l'intelligence artificielle. C'est assez marrant parce que, on n'entendrait pas ça, a priori, d'un VC de San Francisco. Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie, peut-être, pour atténuer ça, mais en tout cas, le problème avec la compétition et la métaphore guerrière, elle est quand même assez surprenante sur des usages qui sont très problématiques. Hein. Enfin, sur l'intelligence artificielle, on n'est pas allé sur le noir, mais ça peut aller très noir aussi. Donc, oui, c'est bien ça, c'est bien l'idée. Ouais. Cette idée c'est ce qui est développé, c'est une idée qui est très développée en France, effectivement, d'une guerre économique sur l'intelligence artificielle. Et est-ce que finalement, c'est pas cette idée-là qui part presque déplacement sémantique? Le fait de voir cette compétition, cette concurrence comme une guerre, nous paralyse et nous empêche, parce que se livrer une concurrence et se livrer une compétition, c'est a priori pas mal, c'est pas dangereux. Se livrer à la guerre, c'est autre chose. Je voulais juste dire que quand même, Internet a été mis en place aux États-Unis grâce au ministère de la Défense. C'est quand même... je connais pas beaucoup d'entre secteurs où il ne s'agit que de concurrence qui ont été activement, financièrement soutenus et au niveau des recherches et au niveau financier par le ministère de la Défense américain. C'est pas une mauvaise issue que le ministère de la Défense finisse par faire des biens de consommation, finalement. C'est un meilleur usage que qu'ils finissent par faire des morts. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces gènes, effectivement, Internet a été financé par la DARPA, mais a été conçu par des universitaires beatniks de Berkeley qui lisaient Foucault, Derrida, Deleuze et compagnie. Donc, dans ces gènes, Internet a une dimension structurelle libertaire et une dimension de surveillance. Et on revient au pharmacone avec les deux côtés, et c'est un peu à nous de le basculer dans ce que vont faire. Là où, sur l'histoire de la guerre et de la concurrence, il y a quand même
Vous n'êtes pas obligé de boire du Coca-Cola, vous pouvez être addict au Coca-Cola, vous n'êtes pas obligé de rouler en Harley-Davidson, vous pouvez rouler en motobécane. Ah, non, motobécane n'existe plus, donc en moto japonaise. Mais ces technologies de l'esprit parlent au plus intime de nous-mêmes. Quand nous mettons des likes sur Facebook, où on fait des recherches sur ces problèmes érectiles sur Google, c'est vraiment une intimité absolue qu'on donne à des services totalement extérieurs au pays. Donc le mot souveraineté était ringard à l'époque du rapport Terry et du Minitel. Les mecs du web rigolaient bien. Oh Terry, le Minitel, ringard. Il y avait souveraineté à la fin alors qu'on est tous potes sur Terre et vivent l'Internet. Non, c'est un mot qui revient un petit peu dans le sens commun. Bien, c'est le moment, pas le moment que vous attendez le plus, parce que le moment que vous attendez le plus, c'est juste après. Alors, je vous demande, avant de poser votre question, messieurs, dames, de donner votre nom et prénom à chaque fois, s'il vous plaît. Bonsoir, Patrick Le Camus. En fait, j'avais une question, mais Jean-Louis a déjà répondu. Donc, je vais prolonger sur le récit. J'étais intéressé par tout ce qui a été dit sur le Bauhaus et sur la présentation des récits qui ont précédé ou qui ont accompagné, parce qu'ils n'ont pas précédé, qui ont accompagné les différentes révolutions. On pense, je revoyais les images de la saline d'Arc-et-Senans, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, des dessins d'architectes Boulet, des choses qui ont... Voilà, et le Bauhaus, et je repensais effectivement à cette manière dont les gens, au fur et à mesure qu'ils ont inventé le design, ont inventé aussi l'art qui allait avec et qui en parlait, avec des différences fondamentales entre le Bauhaus et le Corbusier en France. Enfin, il y avait des grandes choses comme ça. Et c'est une question qui effectivement m'intéressait. Enfin, tu y as déjà répondu en partie. Mais je réagis sur quelque chose qui dit les Américains produisent un récit qui est de l'ordre du marketing, et point. Et je ne suis pas d'accord. Enfin, ça s'adresse à toi, ça s'adresse un peu à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Je repense à une série comme Personne ne m'intéresse, qui parle de la surveillance, qui était une très très bonne série. Et ils produisent un discours qui accompagne ces mutations dont on parle. Et je voulais juste réagir par rapport à ça. Il y a une production de récit, et cette production de récit, effectivement, ne se fait pas ici, elle se fait à Hollywood. Et ça accompagne un peu plus, et de manière peut-être moins visible, que les discours du patron de Tesla qui imagine qu'il est le nouveau sauveur du monde et que qui va à lui seul révolutionner le monde. Il y a un discours qui se fait autour, et je voulais avoir un peu de réaction autour de cette production d'un imaginaire des mutations qui nous aide et qui nous permettrait de mieux les appréhender. Merci Patrick. Alors, ça me permet... Ça me permet, merci Patrick pour votre prise de parole, ça me permet de vous signaler, cher public, que Patrick a utilisé le seul et unique joker de cette session de questions-réponses. Je vous demande de poser des questions. Il y a une personne qui a utilisé le joker. Vous êtes maintenant tous obligés de poser des questions à nos intervenants, s'il vous plaît. Prochaine question. Alors, je crois que c'est William, que je devine là-bas, qui a levé la main en premier. Non, c'est la dame, autant pour moi. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Fabre-Richard et en fait je voulais rebondir un petit peu sur ce que nous avait dit Colline, parce que ça nous interroge effectivement sur une prise de conscience
multiples. Il n'est pas question de refaire le monde ou de défaire le monde dans le sens en diabolisant effectivement la technologie. On a toujours vécu avec des améliorations technologiques et notre monde, c'est l'évolution et c'est la collaboration dans cette évolution et collaborer avec tous nos talents, qu'on soit musicien, designer, journaliste. Mais qu'est-ce qu'on veut pour notre monde de demain ? Et quelles sont les intentions conscientes qu'on y place. Et ça veut dire certainement qu'on doit passer par mieux connaître ses besoins individuels pour mieux se connecter à tout ce qu'on est ensemble. Et alors là, je voudrais vous poser cette question-là. Est-ce que vous, en tant que designer, chercheur et journaliste, j'ai un petit peu l'idée de ça, est-ce que vous me posez ces intentions dans votre travail tous les jours ? Qu'est-ce que vous voulez pour votre monde de demain ? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants ? Et dans quelle optique ça se fait tous les jours ? Merci Isabelle. Merci. Qui répond en premier ? Je veux bien répondre parce que, excusez-moi, je vais refaire l'histoire très courte. Le mot disegno italien était traduit en français par dessin avec un E. Et ce dessin avec un E, c'est une ambition, c'est une intention. Il n'y a pas et on peut le traduire par projet. Les Italiens, quand ils parlent de design, ils parlent de progettazione, c'est-à-dire de projection. Il n'y a pas de design, il n'y a pas de bon design sans intention. C'est l'intention. D'où on parle et où on veut aller. Et c'est tout le problème entre les bons et les mauvais produits. Bon, j'avais que 10 minutes, donc j'ai coupé dans mes slides, mais la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'un bon produit ? Et qu'est-ce qu'un bon produit ? C'est un certain nombre de choses, dont l'intention des gens qui la produisent, leur éthique, la morale du groupe qui le porte, etc. Et il est vrai que ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les humanités, la philosophie, enfin tout ce qui sert à rien, tout ce qui donne pas du travail, on l'a un petit peu enlevé. Mais tout ce qui fait qu'on est éclairé quand on fait des choses, ça vient de là. J'ai un exemple qui m'a extrêmement perturbé. Macron est allé aux États-Unis. J'ai lu la presse espagnole, portugaise et italienne. Je parle portugais couramment, j'ai lu la presse anglaise, etc. J'ai vu des louanges de Macron partout. En France, je n'ai vu que des tombereaux d'insultes, dont celle de l'Express, qu'il traite de Louis de Funès et de machin. Notre capacité à s'inscrire dans un récit qui est effectivement la construction d'une France qui va de Louis XIV, Napoléon, la Troisième République avec ses symboles, etc. Alors soit on ne le connaît pas et c'est grave, soit on est incapable d'avoir un récit commun et c'est grave. Mais c'est bien cette question-là. Quelle est notre intention collective ? Des intentions individuelles, on en a tous, mais la question, c'est bien la question du nous. Et je crois que Internet, Jean-Paul Sartre avant lui, l'individuation, c'est-à-dire c'est l'individu au centre de tout. La société d'aujourd'hui est extrêmement individuelle, pour de bonnes raisons. Hein. Et cette désintermédiation oblige à recréer du nous, du commun, on en parle beaucoup, du nous, c'est important, et à recréer des intermédiaires qui le permettent. On ne peut pas être livré à nous-mêmes comme une addition d'individus. Une société, c'est pas ça. C'est ça le problème. Alors modestement, le design, quand il fait un drone, etc., on essaye de mettre des valeurs, on essaye de mettre des choses qui respectent les gens. On dit des fois à nos clients, ça c'est interdit, et le confond pas avec les RGPD, c'est deux choses différentes. C'est interdit parce qu'il faut respecter les gens à qui tu vends les produits. Il faut les aimer, comme je leur dis souvent. Mais maintenant, j'ai l'âge, on m'écoute. Mais quand j'étais plus jeune designer, il y a mon grand ami Bernard Moïse, un grand designer qui est là aussi. Quand on était jeune, c'était compliqué. Mais on tient sur la durée et on y arrive tout doucement. Guillaume, quelle intention tu mets dans tes travaux ? Alors, c'est une très très bonne question parce que je pense que souvent le chercheur est comme une sorte de... On dit les mathématiciens, ils transforment du café en théorème. Des fois, on a l'impression que le chercheur, il amène des publications. En fait, il y a une vision aussi derrière les... On avait une émission, on disait, ça se passe dans des êtres humains quand même, la recherche. Moi, je dirais qu'il y a deux choses qui me font rêver quand je me lève le matin. Le premier, c'est la connaissance comme bien commun. Donc pour ça, on avait créé une association justement Hack Your PhD sur la science ouverte. Et l'idée que justement la science c'était une entreprise collective vers le partage de la connaissance comme
l'air et l'eau, il n'y avait pas de monétisation de la connaissance. Donc ça, c'est une première chose qui m'anime. Et une deuxième chose, ça vient d'un poème de Boris Vian sur comment ça s'appelle, j'aimerais mourir. Non, j'aurais aimé mourir. C'est toujours quand on veut en parler qu'on oublie les premiers mots du poème. Non. Oui. Je ne voudrais pas mourir, voilà, exactement. Je ne voudrais pas mourir, qui était inscrit justement à Centrale, où je ne voudrais pas crever, où il y avait tous les enfants contents et bien plus encore qui dorment dans les cerveaux des ingénieurs poètes. Et donc justement, il y a toute la partie médicale et justement pédopsychiatrie, où je travaille justement sur l'autisme. Et en France, c'est une cause qui est assez problématique, on va dire. Et donc justement, ça c'est le genre de choses qui me font me lever le matin, quoi. Merci. Colline, quelles sont tes intentions? Merci pour cette question, elle est intéressante. Moi, en tant que journaliste, on a été pas mal décriés ces derniers temps, donc j'ai une intention. J'arrive pas du tout à vendre de documentaires en ce moment à la télé, parce que c'est pas vraiment l'intention à la télévision. Mais moi, j'aime pas trop le noir et le blanc, donc là j'ai fait un peu le bad cop aujourd'hui en étant assez pessimiste, mais moi mon intention c'est de donner la parole à tous pour permettre à ceux qui regardent mes films de se faire leur propre opinion et de laisser à chacun leur libre arbitre. Donc ça marche pas du tout, je peux vous dire en ce moment ce qui marche c'est Cache Investigation et Élise Lucet vous dit quoi penser et voilà. Et j'aime bien votre question parce qu'elle me permet juste de faire un point sur la question des intentions. Et aujourd'hui, les nouvelles technos, je suis désolée, je vais encore être un peu pessimiste, et ces algorithmes, c'est un très bon moyen de cacher les intentions et de les rendre invisibles. Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai un peu travaillé, mais très, très superficiellement, sur la réforme admission post-bac et Parcoursup. J'ai interviewé un jeune qui avait démonté l'algorithme APB, qui avait été extrêmement décrié, et qui a aussi démonté l'algorithme Parcoursup. Donc il a fait l'exercice inverse, qui n'est pas de construire un algorithme, mais il a essayé de le jouer, quoi, pour voir quelles étaient les intentions politiques derrière. Et en fait, lui, ce jeune qui au départ l'a fait parce qu'il trouvait que le premier algorithme était complètement merdique, il l'a fait, il s'est rendu compte que l'intention du premier algorithme était en fait plus égalitaire et plus juste que l'intention de Parcoursup. Et que ces intentions politiques, quelque part, avaient été complètement noyées par l'algorithme et qu'on ne les voyait plus, qu'elles n'étaient plus explicites comme elles peuvent l'être avec des mots, mais que finalement, le logiciel... la techno les avait noyés. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment un point de vigilance. Et il y a pas mal d'ONG, d'assos qui se montent, Algo, Transparency, pour qu'on essaye de reprendre le contrôle sur les intentions. Et pour ne pas laisser aux informaticiens, pour ne pas laisser aux chercheurs, peut-être, le seul pouvoir de décision et de nos intentions. Donc ce sont des questions qui doivent être, à mon sens, discutées, débattues, citoyennes, démocratisées, et qui doivent être dites avec des mots pour que de ma grand-mère qui a 70 ans jusqu'à ma fille qui en a 4, donc jusqu'à l'ado qui en a 15 et qui peut comprendre les mots, puisse s'approprier ces décisions, parce que derrière chaque outil numérique, il y a des décisions. Et ça, Jean-Louis, peut-être, est bien aussi. Qui veut poser une question à nos intervenants? Alors, je crois que c'est monsieur avec la chemise en jean qui a levé la main en premier. Est-ce que... Alors, en fait, si tu veux, j'ai déjà le micro, d'accord avec moi, c'est comme ça. Ah, t'avais déjà le micro, toi? Et ouais, bah, tu vois, c'est comme ça. Il y a des gens à qui on donne un micro. C'est incroyable. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle... Alors, merci à tous les trois pour vos interventions. Je rebondis encore sur cette notion de grand récit et de faire rêver. Le grand récit, on peut aussi le comparer à un médicament qui a des effets secondaires. Et quand on utilise un médicament, on l'utilise en pleine conscience et en ayant conscience des potentiels effets secondaires. Donc, je mettrai un modulo sur le côté « faisons rêver ». Faisons rêver, mais n'oublions pas la réalité du web. Et il y a une réalité du web que je n'ai pas vue ce soir, qui a été esquissée là dernièrement.
c'est la neutralité du web. On a vu avec les élections américaines qu'on vivait dans des bulles de filtres et qu'on vivait sur des habitudes. Et là, on rentre dans l'algorithme, on rentre aussi dans l'usage et on rentre dans la pratique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, moi, j'ai envie de vous demander, vous trois, qui avez tous les trois votre vision du web à l'heure actuelle, quel acte, un seul acte, qui ferait qu'à terme, on pourrait faire péter ces filtres et on pourrait préserver notre neutralité intellectuelle en favorisant un net plus libre. Un seul, quoi. Un seul, parce qu'il y a plein d'autres questions intéressantes derrière. Merci beaucoup. C'est toi qui as le micro, Guillaume, si tu... Moi, je verrais un potentiel acte, ça serait de faire des robots, enfin des algos qui donnent l'opposé de ce qui est attendu pour. Il y a déjà, en fait, ça existe déjà, hein, mais qui floudent les algorithmes qui sont censés nous prédire pour justement contrebalancer les différentes possibles décisions. Donc en tâche de fond, en fait, ils cliquent sur tous les trucs qui sont pas cliqués pour remettre à niveau. Bon, ça c'est un peu brutal, mais c'est une possibilité. Jean-Louis, tu veux répondre? Ouais. La première réponse fait pas être trop française, c'est-à-dire quand on dit récit, aussitôt on se dit on va me niquer. Non. Des récits, il y en a trop, donc il faut vraiment être prudent là-dessus, parce que vous avez vous-même votre propre récit. Je sais clairement de vous parler. Il y a plein de choses à dire. Je crois que la neutralité du net, c'est une posture idéologique. Je suis pour, mais c'est une posture idéologique. Il y a bien longtemps qu'elle n'existe plus. Depuis qu'Akamai a mis ses tuyaux privés à côté des vieux tuyaux de l'Internet universitaire au fond de l'Atlantique, elle n'existe plus. Quand il faut payer pour avoir du débit pour traverser l'Atlantique, la neutralité du net, elle n'existe plus, et ça fait plus de 15 ans. Bon. Par contre, moi je crois à quelque chose de puissant. Fleur Pellerin, puis après Axel Lemaire, mes amis de la FING, je crois sur ces sujets-là à l'Europe. Si l'Europe voulait bien considérer qu'elle a une puissance naturelle et intellectuelle réelle, les fameux data centers horribles dénoncés par ce reportage, grâce à l'Europe et grâce à votre reportage, aujourd'hui, il y a des normes, il y a des machins, on vous dit pas de script, vous devez en code natif, etc. Il y a plein de recommandations et les choses ont changé grâce au travail de la presse. La neutralité du net, c'est la même chose, mais on n'y arrivera pas tout seul, on y arrivera grâce à l'Europe et le poids de l'Europe dans le monde. Il ne faut pas... Alors, les Français vont dire « Ah, l'Europe, mais c'est fini !» Non, il faut y croire et on pourra jouer sur les choses. C'est la seule façon d'y arriver. Alors, deuxième point, la conscience que Bruno Latour appelle le parlement des choses. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir en parler. Vous en parlez, je vous en remercie, c'est vraiment un sujet important. Et avoir la conscience. La conscience, c'est grâce à la presse, c'est grâce à des chercheurs qui ont dans leur mission le fait de vulgariser et d'en parler. Et c'est de faire exister ce sujet chez des gens pour qui ce n'est pas important. Et ce parlement des choses, débattre de choses compliquées comme citoyen, et ça a été un petit peu évoqué dans la campagne présidentielle, c'est très très important. Colline ? Moi, je vais complètement dans la continuité. Moi, je pense que c'est l'éducation. Et donc, il ne s'agit pas juste d'apprendre le code à nos enfants, mais il s'agit d'apprendre l'histoire de l'informatique, l'histoire des idées, comme on peut avoir des cours de philo ou de physique, et où on va... pendant un long cursus qui peut commencer assez tôt, comprendre ce que c'est que cette science des machines, en fait. Là-dessus, justement, je parlais de l'association sur la connaissance comme bien commun. Donc, à Curpigi, on a créé justement un cycle de trucs en mode université populaire le soir dans des squats, qui s'appelle Open Geek. Donc, on fait des cours de code en partant même de qu'est-ce qu'un ordinateur, vraiment en partant de rien, quoi, jusqu'à initiation au machine learning. Et depuis l'an dernier, Sia Gruson-Daniel et Constance de Catbarbe, qui est dans l'asso, ont créé un truc en parallèle du cours de code de culture
du numérique et culture geek sur qu'est-ce qu'une licence, voilà. Et ça, c'est assez marrant parce que, on voit que justement, en mode université populaire, il y a des gens qu'on n'aurait pas du tout anticipé qui viennent, qui sont curieux. Et c'est vrai que l'éducation est essentielle. Alors tous les trucs sont sur le net, on les a publiés. Donc si vous voulez faire, même vous, vos ateliers localement, je crois beaucoup aussi à ce côté atelier local par rapport à juste des MOOC dématérialisés où on n'est pas justement dans ce contact humain, quoi. Merci, s'il vous plaît. Alors attendez. Je crois que c'est ici. Où est-ce déjà le micro. C'est Hervé que je vois. Allô, allô. Oui. Il a déjà un micro. Ah, alors, monsieur avec la chemise bleue, est-ce que vous avez toujours votre question depuis tout à l'heure? On fait la plus grosse voix? Non, on ne fait pas la plus grosse voix, Hervé. Je vous autorise à poser une question chacun à votre tour et on traitera les deux. Parce qu'il y a beaucoup de questions, j'ai l'impression, et il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on va faire les questions deux par deux. En avant. Donc, Hervé, une remarque. On est resté très loin du corps ce soir. Heureusement que madame est présente sur le plateau, parce que elle nous a parlé, oui. Et l'homme augmenté, le numérique à l'intérieur du corps, où tout ce qui en fait n'a pas été évoqué presque, puisqu'en fait on a parlé du numérique, les fermes de serveurs, la bidouille informatique, les geeks. Enfin, je vis dans une hacker house, alors je vois très bien comment entre garçons on peut bidouiller des trucs. Mais en fait, aujourd'hui, ce que nous propose Google, Apple et compagnie, ça touche vraiment très très intimement au corps, y compris à l'intérieur, réparer, augmenter. Donc, quel est votre avis? C'est quoi l'homo numericus augmenté, connecté, quoi, de l'intérieur? Monsieur? Alors, est-ce qu'on peut faire descendre le micro jusqu'à monsieur? Alors. Ouais. Allô? Très bien. Bonsoir, je m'appelle Kevin. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une petite question qui demande un peu plus de recul. J'ai beaucoup aimé la présentation qui commençait un petit peu à l'âge du feu parce que de mon point de vue, j'ai un petit peu l'impression, à entendre tout ce qu'on dit ce soir, que finalement l'histoire de l'humanité, c'est une quête d'utopie. On parlait de remettre des histoires qui s'enchaînent les unes après les autres et pour essayer de les atteindre, on fabrique des outils, peu importe les époques, mais c'est toujours le même schéma. Et au final, on en est toujours au même stade. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles utopies, on fabrique de nouveaux outils pour les atteindre. Mais est-ce qu'on a vraiment progressé par rapport à cette méta-démarche? Et ma question, c'est... Est-ce que la vraie réponse peut-être à tout ça, c'est pas le sens qu'on y met au lieu de courir après des utopies justement? Et est-ce qu'on n'arrêterait pas de regarder un peu la technologie comme une poule qui a trouvé un couteau, quoi? Alors du coup, je résume les deux questions. La première question, c'est quid du corps? Est-ce que Homo numericus a un nouveau rapport à son corps ou pas? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on est des poules avec un couteau? Alors Jean-Louis a optionné la question sur les poules et le couteau. Qui prendra la question sur le corps? Guillaume prend la question sur le corps. En avant. Ouais, votre question sur le sens, elle est vraiment la question essentielle, sans mauvais jeu de mots, mais elle est un peu faussée. C'est-à-dire que l'humanité ou les chercheurs trouvent des choses par raison, par travail, et puis parfois par accident. On ne fait pas toujours des choses sensées. Quand on tombe amoureux, on n'est pas censé. Et quand on fait des projets, on peut avoir un niveau d'excitation insensé. Donc c'est vraiment l'articulation de la raison et de l'être, de la raison et du désir, qui fait le progrès humain, ou qui fait la littérature, ou qui fait les récits. On a été, je crois, en France, après-guerre, quand on a reconstruit, trop raisonnable, trop sensé, dans le sens de raisonnable, pas censé. On a oublié nos sens animal. Et les sens, l'homme est un animal régi par ses sens. Donc le mot sens en français, il a deux variations. Et il faut bien prendre les deux pour créer le progrès. Et si on prend du feu à aujourd'hui, on a quand même eu un progrès humain extraordinaire. À notre échelle temporelle d'homme, ça paraît finalement peut-être plus triste qu'à l'époque de Branly et d'Eiffel, qui est mon héros, ou de Gabriel Voisin, qui est mon dieu absolu, mais quand même, les choses ont changé, on vit mieux, on vit avec des maladies, et ça fait une formidable transition pour l'homme réparé et l'homme augmenté. J'ai vu ce que tu as fait, là. J'ai remarqué que tu avais réussi ce petit coup-là.
Alors, sur l'homo numericus, c'est le côté justement intime de la technologie qui rentre dans le corps. On y est déjà. Enfin, ça c'est ma première constatation, c'est-à-dire qu'on a des gens avec des pacemakers, on a des parkinsoniens avec des puces dans le cerveau qui stimulent leurs ganglions. Donc du coup, c'est plus la question de l'augmentation, je pense, qui est problématique. C'est vraiment, est-ce qu'on va au-delà du thérapeutique et est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est un projet de société souhaitable? Comment on détermine la limite et les conséquences que ça peut avoir à l'échelle collective, ceux qui pourront se permettre de le faire ou pas? On y est déjà avec... moi, j'ai vécu aux États-Unis. Le système de santé est déjà... montre clairement quand on a les moyens ou pas là-bas. Enfin, la santé, c'est déjà une forme d'augmentation en soi, quoi, dans ses choix de vie, etc. Et ce que ça pose comme question aussi, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que j'avais écrit un article marrant avec un ami psychiatre sur la psychiatrie cyborg, le cyborg. Le concept de cyborg, c'est cybernetic organism. C'est des psychiatres qui travaillent pour la NASA à la base qui pensaient à ça. C'est comment, si on va dans l'espace, la technologie justement est nécessaire pour nous permettre de vivre dans l'espace, et comment ça changerait notre manière d'être. Et donc, il y a toute une réflexion, c'est Klein and Klein, c'est deux psychiatres des années 60. Et on s'était posé la question, mais à l'heure actuelle, en fait, cette fusion, par exemple, dans le cas des puces qu'on met dans le cerveau pour les parkinsoniens, en quoi ça peut être un problème d'autonomie? Est-ce que le patient peut être capable de dire, non, en fait, je la veux plus la puce? Et ça, c'est une grosse question. C'est-à-dire que, vu qu'on est rentré sur une ère de la gouvernance par l'algorithme qui est destinée à capter notre attention ou capter notre libre arbitre, faire rentrer dans son corps des potentiels artefacts qui ont un objectif autre que le nôtre, ça questionne beaucoup sur l'autonomie. Alors moi je dirais que justement le fait de garantir tout le code en open source et tout faire en open hardware, ce serait déjà un niveau de base clair. Après, même malgré ça, je pense que c'est loin d'être facile de contrôler les répercussions sur le long terme d'artefacts qui pénètrent le corps humain. Merci. On a le temps pour une dernière question et je crois que... Bonsoir à tous. Merci pour la qualité des interventions, y compris du public d'ailleurs. Je m'appelle Julien Tournier, je suis cofondateur d'une start-up, d'une jeune entreprise numérique qui est installée pas loin d'ici à Aix-en-Provence, qui s'appelle Sonora. Et on travaille justement à la réduction de l'impact environnemental, à la réduction de la consommation d'énergie d'Internet. Donc on a mis en place une plateforme d'hébergement vidéo qui s'appelle WeTube, qui est co-conçue, et on travaille maintenant sur un cloud personnel, une box qui s'appelle Lola, dont l'idée finalement est de bâtir une infrastructure décentralisée, une alternative. Donc ma question porte sur les alternatives. Alors juste avant de poser la question, à propos d'alternatives, Colline en a cité quelques-unes tout à l'heure avec Ecosia. Je voudrais ajouter aussi Lilo dans les moteurs alternatifs. Il y a également CleanFox qui permet de nettoyer sa boîte mail. Tristan Nito qui fait Cozy Cloud pour dégoogliser notre vie numérique. Enfin, il n'est pas tout seul, mais c'est un des grands porteurs de ce projet-là. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un monsieur d'Aix-en-Provence qui s'appelle Jean-François Noubel, qui crée une alternative à la blockchain qui s'appelle Holochain, qui consomme entre 40 000 et 1 million de fois moins d'électricité que la blockchain. Donc, côté alternative, et puis alors, tout ce que j'ai cité pour l'instant, c'est du français. C'est pour pas faire de French bashing. Il y a des choses qui se passent. Maintenant, dans le grand récit, comment est-ce qu'on fait, selon vous, pour promouvoir ces alternatives-là, pour qu'elles existent, sachant que l'esprit libertaire, que moi j'appelle l'esprit pirate des anglo-saxons, c'est d'arriver quelque part, de dépenser des milliards de dollars pour rendre les gens captifs, et une fois que c'est fait, une fois qu'on a tous un compte Facebook, une fois qu'on est tous sur YouTube, une fois qu'on est tous clients Amazon, là, ils commencent à gagner de l'argent. Alors que nous, ça fait 4 ans qu'on est là, et ça fait 4 ans qu'on galère parce que c'est compliqué, qu'il faut gagner des pépettes dès le début. Donc je soumets un peu à vos 3-4 brillants cerveaux cette question des alternatives. Bon, alors je me permets, parce que c'est la dernière question et que je suis un enfoiré, de moduler la question. Attendez, vous savez pas encore comment je vais la moduler, ça va peut-être être génial. Parce qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas fait de French bashing ce soir, mais on a fait beaucoup d'American bashing, ce que je trouve un petit peu dommage, mais je suis partial comme ça. Je vais moduler la question en vous demandant, qu'est-ce que, pour vous,
pour pousser ces alternatives, quelles seraient les mesures que vous envisageriez pour permettre à ces alternatives de mieux émerger, pas seulement en France, mais partout, parce que je suis convaincu qu'il en existe absolument partout. L'open source, qui est une appellation anglaise, est appelé en France, et on dit toujours que c'est pas pareil, le libre. Et les libristes, c'est des gens différents. Les libristes, c'est un peu comme dans Notre-Dame-des-Landes, la ZAD. Et puis l'open source, c'est des gens comme vous, monsieur, polis, poser une question intéressante, on peut parler, on va aller boire un coup, puis on va... Bon, voilà. Le problème de l'open source en France, c'est que c'est une idéologie politique néo-marxiste. Je trouve ça plutôt très sympathique. Et cette idéologie a limité l'humanisme et la diffusion de ces possibles à tout à chacun. Parce qu'il faut parler le terminal, sinon t'es un connard. Donc, parce que le design, c'est un truc de bourgeois, donc ça sert à rien. Et puis quand il faut en faire, on copie Windows parce qu'on ne se pose pas de questions. Il n'y a pas d'outils open source pour faire des interfaces de qualité. Elles ont été rachetées par des groupes privés, Nokia pour Qt, etc. Donc en son sein, il y a une espèce de, non pas de bourgeoisie, mais de village gaulois d'Astérix qui fait que... Alors il y a des gens qui changent. Il y a des gens que j'aime beaucoup, comme Emmanuel Raviard, qui crée le bureau ouvert avec la députée Paula Fortezza. Il y a vraiment des gens un peu plus ouverts. Nous, on a fait une carte électronique open source. On a rencontré dans l'open hardware des gens vraiment incroyables. Mais comme le hardware, c'est dur, bon, on est un peu moins dans les belles idées révolutionnaires et on est dans la difficulté de la dureté. Et la limite, c'est celle-là. Il faut dépolitiser l'open source pour en faire un enjeu humaniste. C'en est un. Mais à confondre Saint-Stallman et j'aime les gens, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et la limite, elle est là. Et c'est pas une mesure politique qui va faire le truc. C'est y a un monsieur qui se bat beaucoup pour l'open source en France. J'étais avec lui ce matin, Henri Verdier, qui diffuse doucement des manières de faire, des manières de créer des identités des citoyens vraiment correctes et respectables, qui parlent toutes les communautés, qui des fois ne sont pas forcément faciles. Voilà, ça c'est une piste qui me semble tout à fait intéressante. Ça tombe bien, il est directeur de la DINSIC. Merci. Est-ce que Guillaume, tu as un avis sur la question? Et Colline? Vas-y, toi. Ils sont trop polis, c'est presque gênant. Pour le coup, on a eu le même genre de discussion sur libre, open source, avec l'open science et la science ouverte, justement. Il y a eu un discours qui s'est décalé, justement, où la science ouverte telle qu'elle a été créée, c'était très free software. Donc c'était open science au sens très common, bien commun, et plein d'enjeux de valeurs idéologiques. Et là maintenant en fait on a de l'open science avec la Commission européenne, Carlos Moedas, qui fait l'open science, c'est ouvrir la science sur les enjeux de société, c'est ouvrir les data pour pouvoir avoir de l'économie qui intègre mieux la science, etc. Et je pense qu'effectivement il y a un curseur à trouver entre des valeurs très fortes, mais qui sont tellement fortes que finalement elles sont exclusives, et où on se détache finalement des personnes qu'on aimerait convaincre, et de l'autre côté justement ne pas avoir de valeur du tout. Pour revenir à l'exemple du numérique, j'ai rencontré Bob Young, celui qui avait créé Red Hat, et c'est assez marrant, c'est un peu l'anti-Stallman. Red Hat, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas complètement vissés à leur ordinateur, c'est une distribution d'un système d'opération libre qui s'appelle Linux. J'allais expliquer. Mais pour moi, Guillaume. Donc justement, qui avait trouvé un moyen de vendre quelque chose qui était gratuit, qui était donc, du coup une distribution Linux. Et il m'avait dit, pour faire manger des épinards aux gens, il faut faire de la glace aux épinards. Voilà, donc je finis là-dessus. Bonsoir Julien. Bon, moi je dois faire mon mea culpa parce que s'il y a bien des gens qui doivent être médiateurs, c'est les journalistes, c'est la presse qui doit parler de tout ça. Un des moyens de le faire, c'est aussi vous allez peut-être pouvoir compter dessus dans les années à venir, c'est des nouveaux Cambridge Analytica, des scandales qui font prendre conscience aux gens de l'importance d'une souveraineté, de la sauvegarde des données, de l'environnement. Donc je pense que déjà ça c'est quelque chose qui va de plus en plus arriver.
Et il y a des films aussi comme sur Aaron Schwartz, qui est aussi un peu, pour moi, un peu une idole, qui nous fait prendre conscience de tout ça. Donc je pense que c'est à nous, en fait, de vous mettre en valeur, vous, Français, et de jouer cette carte de la French Tech, en fait. Bon, moi, pour la petite histoire, j'essaye vraiment de pousser à la télé des sujets numériques, et c'est vraiment très, très difficile. Donc, il y a une terrible angoisse que ce soit des sujets qui ne soient pas du tout jolis en images. Donc, et aussi, pour répondre à ta question, du point de vue utilisateur, c'est difficile. C'est difficile. Moi, vraiment, j'y arrive pas, quoi. La dernière fois, j'étais avec ces gens formidables qui ont créé Parlement. Alors, c'est pas Parlement et Citoyens, mais qui ont mis en open source toutes les données des parlementaires sur nosdéputés.fr, et on pouvait télécharger toutes leurs déclarations d'intérêt. Mais alors, on ne pouvait pas télécharger un Excel, il fallait télécharger d'abord le logiciel libre, et ensuite, je sais pas, moi, avec mon Mac, ça marchait pas, donc je voyais rien. C'était vraiment imbitable, quoi. J'ai passé une demi-heure à essayer de voir une information. Et ça partait d'un super bon sentiment, mais au niveau interface utilisateur, je suis un peu d'accord avec Jean-Louis. Des fois, vous avez face à vous des Américains qui dépensent énormément d'argent, qui pensent que leurs utilisateurs sont un peu des débiles, donc il faut leur simplifier la vie, et ça marche, quoi. Alors, on doit terminer, messieurs, dames, mais comme j'ai le droit à moi, j'ai pas posé de question. Ma question va te plaire et va te permettre. J'ai une dernière question, moi, pour nos intervenants. J'aimerais, pour terminer, parce qu'on est vraiment en retard et que je suis sûr que vous avez envie de poser vos questions aux intervenants directement en buvant des verres avec eux. Moi, j'aimerais bien qu'on termine avec, de la part de chacun de nos speakers de ce soir, rapidement, comme ça, en 1 minute chacun, qui nous permettent de repartir avec une note d'optimisme sur l'Homo numericus et sur cet avenir numérique qui nous attend. Une note d'optimisme chacun, s'il vous plaît, messieurs, dames, en 1 minute chacun. Il y a un classement, je ne me rappelle plus son nom, excusez-moi, mais qui est paru hier. Le pays au monde où il fait le meilleur vivre pour l'éducation, la santé, la paix sociale, la qualité des paysages, l'architecture de l'histoire, etc. C'est la Gaule, c'est la France. Donc, le pays où il y a la communauté de libristes et d'open source parmi les plus dynamiques d'Europe, c'est la France. Le pays où, malgré tout, on a un mot pour dire ordinateur et informatique en français, on a une histoire de cette discipline qui n'est pas reconnue par l'université, l'informatique, c'est la France. On a des bonnes écoles de design malgré nous. Donc c'est un endroit extraordinaire, mais il y a juste un tout petit problème, c'est que les gens se plaignent tout le temps. Et je crois qu'on n'a aucune raison. Là, on est à Marseille, c'est une ville extraordinaire. À Lille, c'est une ville extraordinaire. Brest, c'est une ville extraordinaire. Strasbourg, c'est une ville extraordinaire. Voilà, je termine. Profitons-en. C'est une opportunité fantastique. Merci Jean-Louis. Guillaume, une note d'optimisme, 1 minute, s'il te plaît. Je dirais que pour moi, l'optimisme ce qui me fait sourire et garder espoir, c'est que justement, il y a des choses qui n'étaient pas possibles il y a 10 ans et qui sont possibles en médecine. Et là-dessus, pour être capable de se dire, on a des outils maintenant qui permettent, par exemple, de faire des diagnostics précoces pour le cancer ou pour des maladies psychiatriques et pouvoir mieux accompagner les patients pour leur qualité de vie et leur famille autour. Ça, c'est un truc qui fait plein d'espoir. Colline, une note d'optimisme, 1 minute. Déjà, je remercie Julien parce que je trouve qu'il nous a donné une petite note d'optimisme. Il y a plein d'alternatives. Il y a des radiateurs connectés aussi qui sont sur le marché. Et en dernière note, au Congrès américain, Mark Zuckerberg a eu énormément de questions des sénateurs sur la RGPD. Donc, c'est les nouvelles réglementations européennes qui vont arriver le 18 mai ou le 25 mai. Le 25. Le 25. Et en fait, cette RGPD, quand même, elle est largement inspirée de la CNIL qui date de 1978. Donc, on a beau être un peu chiant et se plaindre tout le temps et être un peu pessimiste, c'est bien d'être vigilant et 40 ans plus tard, voilà, on a les fruits de notre réflexion.
Bien, alors c'est le moment de passer rapidement à l'apéro, mais avant, je vais vous demander deux choses. D'abord d'applaudir les speakers, s'il vous plaît. Jean-Louis, Guillaume, Colline. Ensuite, de vous applaudir à vous-même pour la qualité de vos questions et le fait d'être venu. Continuez encore. Et surtout et enfin d'applaudir les deux organisateurs de ce soir, Virginie Galindo, Florent Hernandez. Où êtes-vous? Levez-vous, s'il vous plaît. Levez-vous, Virginie et Florent. Où sont-ils? Derrière vous. Encore. Merci à vous.